Bonjour Jacques, donc ravi de te revoir, de refaire une petite vidéo avec toi dans le joli cadre du Jardin de Luxembourg. Avec plaisir. Voilà. Donc on fait cette interview pour le collectif du CIPO France et j'ai posé quelques questions aux membres du CIPO. Donc la première vient de Sylvain Matisse qui est enquêteur au MUFON France, auteur et spécialiste des OANI. Également, il est dans Investigation OANI. La question est: avez-vous eu connaissance pendant la période du projet Blue Book et du lien étroit qu'il y a eu avec le docteur Joseph Alan Hynek de phénomènes d'OVNI allant sous l'eau, donc des OANI? Et est-ce que ces choses ont un lien direct ou indirect avec ces éléments naturels? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont liés à l'eau? Est-ce que vous avez une piste de pourquoi ils vont sous l'eau? Alors, dans les dossiers du projet Blue Book, donc les dossiers de l'armée de l'air, il y a beaucoup de flou autour de tous ces dossiers dans la presse. En fait, les dossiers n'étaient pas classifiés. On dit toujours les dossiers secrets de l'armée de l'air. Les dossiers n'étaient pas classifiés. On pourrait reparler de tout ça. Enfin, toute l'histoire de l'ufologie est pleine de fausses vérités. Okay. Alors, il y a des choses qui sont suspectes, il y a des choses qui sont curieuses, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont connues. J'ai eu accès, quand je travaillais avec le docteur Hynek, à l'ensemble des dossiers Blue Book. Il y avait quelques cas, quelques dizaines de cas, qui étaient classifiés pour des raisons techniques, mais qui n'étaient pas classifiés à cause de l'objet. Parmi ces dossiers, à l'époque, il y en avait à peu près 15 000, que j'ai repris un par un avec mon épouse, avec Janine, psychologue, comme tu le sais, et on a refait les statistiques du Pentagone pour le projet de l'Union. Dans tous ces dossiers, il y avait plusieurs centaines de dossiers qui venaient de la marine américaine. Donc, qui posait la question, parce que la marine américaine couvre, comme la marine française, elle couvre l'ensemble du globe. Elle couvre aussi bien le Pacifique, la mer du Nord, etc. Et dans ces dossiers, les dossiers sont très intéressants parce que sur un navire de guerre, il y a toujours des gens qui regardent le ciel, qui regardent l'horizon, qui surveillent non seulement les radars, mais qui surveillent l'environnement. Donc, beaucoup de ces observations sont passionnantes, surtout quand il y a en plus des déviations de la boussole de bord, etc. Donc c'est un véritable trésor qui n'a jamais été exploité. Alors, moi je l'ai exploité dans des bases de données, etc. Mais il devrait être repris un jour par des physiciens. Il n'y a pas beaucoup de cas décrivant des objets entrant dans l'océan. Il y en a quelques-uns. C'est difficile de savoir si c'est des météorites, par exemple, ou si c'est vraiment parce que c'est des objets très lumineux. Et c'est difficile d'avoir une bonne description. En plus, les témoins sont surpris. Ça arrive en quelques secondes, en quelques minutes. Par contre, il y a des descriptions d'objets qui sortent de l'océan. Et la meilleure description que j'ai connue, c'est pas des dossiers américains, c'est des dossiers soviétiques. Comme tu le sais peut-être, je suis allé en Russie plusieurs fois. J'ai travaillé là-bas avec Kazantsev, qui était très libre d'aller et venir. Et il m'a montré des dossiers où il y avait notamment un brise-glace dans la mer du Nord, qui avait vu un objet sortir de la glace, laissant un cercle d'eau dans la glace, et qui était clairement un disque qui est parti, qui était très près du navire. Comment il a été vu très clairement, et il est donc dans les dossiers qui eux aussi sont pas des dossiers secrets,
les dossiers de la marine russe. Donc, ces cas sont rares, mais récemment, alors on parle plus de Blue Book, on parle de l'époque récente, il y a eu des cas comme ça dans le Pacifique, relevés par la marine américaine. Très bien. Et d'après toi, est-ce que le fait qu'il y ait des objets qui sortent de l'eau, qui y entrent, on en voit beaucoup, c'est vrai que de nos jours c'est pas mal rapporté. Est-ce que c'est comme ils sont aussi par rapport au site nucléaire? Est-ce qu'ils ont un enjeu par rapport à l'eau, par rapport, d'après toi, par rapport au nucléaire, ou c'est juste... Ils ont, je pense notamment à un cas qui lui est sur la côte atlantique, où un navire équipé d'électronique a vu, et en fait un avion équipé d'électronique a vu un objet qui sortait de l'eau et qui y rentrait. Donc, et qui y rentrait à grande vitesse, sans subir d'accidents techniques. Enfin, il semblait être un objet multimédia qui pouvait passer indifféremment d'un milieu aquatique à un milieu atmosphérique. Et ça, alors, on n'a pas, ce que j'en ai connu, n'était pas probant du point de vue de la structure de l'objet. On voyait un objet vaguement arrondi qui sortait clairement de l'eau, était près des côtes américaines sur la côte est. L'avion l'a suivi et il reste sur la caméra. On l'a suivi. Il y a eu des enregistrements électroniques en même temps et je ne sais pas ce que ces enregistrements contiennent. Tu parles du cas du Nimitz, du sous-marin Non, le Nimitz c'était dans le Pacifique, c'était sur l'autre côte. C'est encore un autre cas. Il y en a quand même pas mal. Ok. Mais j'ai parlé directement aux militaires qui ont enquêté sur ce cas dans l'Atlantique. D'accord, très intéressant. Alors j'ai une question de Sébastien Raoult. Je suis passé à l'appartement, qui te demande avez-vous un lien avec Luis Elizondo au niveau du travail sur les UAP? Au niveau du travail sur les UAP, sur les OVNI. Oui. Si c'est le cas, sur quel projet avez-vous coopéré ensemble? Alors, les déclarations de Luis Elizondo sont pas approuvées par le Pentagone, c'est son initiative personnelle. Il a été autorisé, ça lui a pris 3 ans, pour avoir l'autorisation d'écrire ce qui est dans son livre. Bien entendu, il sait beaucoup plus de choses. Il était au Pentagone, il était aux premières loges. On ne sait pas ce qu'il y a dans les autres dossiers. On connaît relativement bien 3 des dossiers, dont celui de Nimitz et celui de la côte Est. Il a eu le courage de d'abandonner ses responsabilités, de démissionner de ses responsabilités de son métier, essentiellement, pour témoigner, parce qu'il pensait que c'était très important pour la population américaine de savoir ce qui se passe. Je n'ai pas travaillé directement avec lui, j'ai travaillé avec le projet qui était dans le Nevada, le projet qui était à Las Vegas, qui a duré 2 ans, où je me suis occupé de toute la partie base de données, qui était à peu près la moitié du budget. Comment s'appelait ce projet? Alors, le projet a eu plusieurs noms. Il s'appelait Bigelow Aerospace Science, BASS, B-A-A-S-S. Mais du côté de Washington, c'est-à-dire du côté des agences qui finançaient le projet, il a eu plusieurs autres noms. Mais c'est comme en France. Quand on parle de gouvernement, il y a des acronymes, il y a des projets qui changent de nom au cours des années, etc. Essentiellement, pour nous, le projet s'appelait Bigelow Aerospace, puisque c'est la société
qui a eu la responsabilité de gérer le projet. Donc, mon activité à l'intérieur du projet représentait à peu près la moitié du budget, et c'était toute la partie informatique, où j'ai créé, et ça je peux le dire, c'est pas secret, enfin, c'était secret à l'époque, ça a été dévoilé depuis. C'était un projet qui consistait à créer une base de données, et plus exactement une série de bases de données liées entre elles, qui couvraient toutes les meilleures observations qu'on avait sur la planète, observations à la fois militaires et civiles, et certaines classifiées, mais la plus grande partie était non classifiée. Et le problème était, bien entendu, de les traduire toutes en anglais avec une substructure, et c'est moi qui ai défini la structure, et ensuite j'ai transmis la responsabilité du projet, a été prise sur place. Je pouvais pas quitter mon travail à Silicon Valley pour aller m'installer pendant plusieurs années à Las Vegas. En plus, Las Vegas, c'est pas exactement la ville que je préfère pour y vivre. Donc le projet a continué. Le projet devait continuer 5 ans et il a été arrêté au bout de 2 ans. Mais cette base de données existe toujours. La base de données est classifiée à tort ou à raison. Et je ne sais pas dans quelles conditions elle peut être utilisée maintenant. Je dois dire à ce sujet de ce projet, c'est tout ce que je peux vous dire sur le projet. Et je n'ai plus de responsabilité dans le projet et je n'ai plus accès au secret. Donc j'ai accès au secret comme toute l'équipe pendant la durée de la recherche. Bien sûr. Alors une question d'OVNI Languedoc maintenant. Donc avez-vous progressé sur la compréhension plus fine de la propulsion des ovnis et l'interférence avec leur environnement, eau, mer, terre, vivant? Oui, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent là-dessus, puisque maintenant on admet, en tout cas aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'ombre et on s'aperçoit que dans un certain nombre de grandes sociétés, il y avait un projet OVNI. C'est surtout depuis le livre de Lois Elizondo. Il a révélé alors il n'a pas révélé le nom de ces sociétés, mais on peut deviner où sont les compétences pour traiter ce genre de choses. Ce sont les mêmes compétences qu'on retrouve dans les projets spatiaux, les projets d'électronique avancée, etc. Donc, ce qui est logique, les projets d'informatique. Et ces sociétés-là, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc, les spécialistes, bien entendu, ont repris tous ces dossiers. On s'aperçoit d'ailleurs que ça durait depuis longtemps, que le sujet était clairement traité dans les laboratoires, etc. Les laboratoires étaient classifiés. Ils n'avaient pas à publier leurs résultats. Le problème, à mon avis, est mal posé, parce que on parle de propulsion, mais c'est parce que vous parlez à des ingénieurs. Si vous parlez à des physiciens, ils vous diront que aujourd'hui en physique, pas à cause des ovnis, mais à cause de la physique théorique, on peut supposer qu'il y a plus que 4 dimensions. On peut supposer qu'on peut passer d'un univers à 4 dimensions à un autre univers à 4 dimensions. Déjà, le docteur Hynek, au siècle précédent, enseignait à ses étudiants que pour venir d'ailleurs, on n'avait pas besoin de voyager à une vitesse proche de la lumière pendant des siècles pour arriver ici, qu'il pouvait très bien y avoir un autre univers à 10 minutes de nous. En quel cas, les physiciens de cet autre univers mettraient 10 minutes à venir nous voir. Donc,
toute cette idée de traverser l'immensité de l'espace, etc. Oui, c'est une idée qui revient parce que on en est encore à la relativité générale, mais on sait très bien que ça va pas durer. On sait très bien qu'il va y avoir une révolution en physique vers laquelle on tend actuellement. C'est pour ça que les ovnis sont intéressants, bien entendu. C'est parce qu'ils nous donnent ce qu'on appelle un théorème d'existence sur des objets qui n'ont pas de propulsion. Et si on fait un trou dans l'univers et qu'on sort de l'autre côté, où est la propulsion? Non, dans l'objet qui a été retrouvé, comme vous savez, au Nouveau-Mexique, sur lequel j'ai travaillé, l'objet de Trinity, où on sait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait très peu de choses à l'intérieur. Il y avait une partie de l'objet qui était scellée, qui n'avait pas de contact avec l'extérieur. S'il y avait un système de déplacement, un système de déplacement dans l'espace-temps, il était dans cette partie à laquelle on n'avait pas accès, qui était à peu près de 2 mètres sur 50 centimètres. Sans contact avec l'extérieur. Il n'y avait pas de tuyère, il n'y avait pas d'hélice, il n'y avait pas de tout ça. Donc, officiellement, à l'heure qu'il est, on pense qu'il y a une évolution sur la compréhension, justement, de leur moyen de déplacement. Donc, ce serait peut-être pas, certainement pas d'ailleurs avec aller plus vite que la lumière, ça tient pas la route. Ce serait plutôt des déplacements quantiques dans l'espace-temps par des, on ne sait quoi, des vortex, des courbures de l'espace, des trous, enfin, on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment des pistes sérieuses à l'heure qu'il est, à ta connaissance? Oui, j'ai une très bonne réponse à ça. Oui. Quand Aimé Michel était venu aux États-Unis dans les années 80. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé avec Aimé Michel. C'est quelqu'un que j'adorais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il était venu aux États-Unis, je l'avais présenté au professeur Sturrock, qui était professeur de physique et notamment de physique des plasmas à Stanford, avec qui je travaillais. J'étais donc dans l'équipe de Sturrock à l'université Stanford, et on travaillait sur les quasars, les pulsars, la structure du Soleil, les plasmas et astronomie. Et Aimé Michel lui avait posé cette question. Il lui avait dit, est-ce que vous pensez, le professeur Sturrock travaillait ouvertement avec moi sur les ovnis à l'université Stanford dans les années 80. On voit le retard des universités françaises. Ah oui. Il va falloir qu'elles se réveillent. Ces jours, il va y avoir un grand réveil général. Et Aimé Michel lui avait dit, est-ce que vous pensez que c'est des objets qui ont maîtrisé la relativité générale? Et Sturrock, qui était un Anglais, qui est à Cambridge, qui avait gardé son accent anglais, lui avait répondu non. En fait, comme on fait devant un élève qui se trompe. Et il avait dit, mais alors, c'est la mécanique quantique qui va tout expliquer. Et à ce moment-là, Aimé Michel, que je connaissais bien, s'est tu, parce qu'il n'avait plus rien à dire. Enfin, il y a la mécanique quantique et puis il y a la relativité générale. Alors si c'est ni l'un ni l'autre, alors il y a eu un silence. Le professeur Sturrock était assez amusé, elle disait plus rien. Aimé Michel, qui était complètement estomaqué, il disait plus rien. Moi, je disais plus rien parce que j'appréciais la saveur de la scène et j'entendais les petits oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'arbres à Stanford, etc. Il y a des petits oiseaux à l'extérieur qui chantaient, etc. Et je me souviens, j'ai encore dans les oreilles le pépiement des oiseaux pendant ce silence qui a duré plusieurs minutes. Et finalement, Aimé Michel a dit, mais alors, quelle va être la réponse?
Et Sturrock lui a dit, il va falloir trouver une théorie qui dépasse la mécanique quantique et la relativité générale. Okay. Voilà, d'ailleurs de dire, c'est pour ça qu'on est là. Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait de la science. Faut pas rester bloqué on n'est sur pas ces là pour parler de propulsion. C'est pas des objets qui ont une propulsion. C'est des objets. Alors, je dois vous raconter une autre anecdote. Quand j'ai publié mes livres dans les années 80, etc., je publiais avec un grand éditeur américain qui m'envoyait sur les campus pour faire des conférences sur le livre. Et les campus étaient très intéressés à ce qui se passait dans le domaine, etc. Et je suis allé dans une université qui, à l'époque, était une université pour les jeunes filles. Et il y avait une jeune fille qui était très active avec ses camarades, qui avait fait un bureau de conférence. Donc c'était elle qui invitait les conférenciers. Donc elle m'invite, je fais ma conférence, et ensuite je reprends mon avion, je rentre chez moi. Je l'ai pas revue jusqu'à il y a 5 ans. Et ça, c'était dans les années 80. Elle me téléphone il y a 5 ans, elle me retrouve. Elle me dit, vous vous souvenez de moi? Je lui dis oui. Est-ce que vous venez parfois à Washington? Je lui dis pas très souvent, mais peut-être 2 fois par an, je vais à Washington. Elle dit, la prochaine fois que vous serez à Washington, téléphonez-moi. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je lui dis d'accord, je vais à Washington 2 mois après. Je lui téléphone. Il m'a dit, téléphonez-moi quand vous allez reprendre l'avion. Je viendrai vous chercher, je vous emmènerai à l'aéroport. Donc, elle prend sa voiture. Elle est maintenant présidente d'une grande société. Donc, je dirais pas son nom, enfin, elle n'a jamais fait de rapport. Okay. Ces gens-là ne font jamais de rapport. Elle prend sa voiture, on va vers l'aéroport de Dulles, le soir. Le soir est en train de tomber sur la forêt qui est le long de la route. Elle ralentit, elle me dit, oui, là au-dessus des arbres. Une fois j'allais prendre l'avion, j'ai vu un objet qui faisait la taille de 2,747. Il y avait des lumières tout le long, comme des hublots, des lumières le long de l'objet. L'objet était allongé, c'était pas un disque, c'était comme un cigare allongé, et il se déplaçait lentement dans le ciel. Mais le ciel était encore suffisamment éclairé, c'était très clair. Et puis, l'objet a continué à voler en disparaissant sur place. Okay. C'est-à-dire, il n'est pas parti à toute vitesse. Non. Et c'était facile. Et on voyait encore, mais à la même distance. Il s'est pas éloigné. Il est devenu indistinct. Okay. Et puis il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, il s'est évanoui sur place tout en continuant son déplacement. Je veux dire, est-ce que vous avez fait un rapport avec quelqu'un? Bien entendu, je n'ai pas fait de rapport. Mais j'ai repensé, j'ai jamais oublié votre conférence, il y a 40 ans, et j'ai pensé que vous devriez savoir ce que j'avais vu. C'est tout. C'était voilà le genre de témoignage que je continue à recueillir. Un objet qui fait ça, c'est pas un objet qui a une propulsion à laquelle la physique répond aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel, justement, on devrait réunir les meilleurs de ces observations. Il n'y en a pas des milliers, il y en a quelques dizaines. Mais ces observations, c'est de l'or, c'est là-dessus qu'on devrait travailler. Tout à fait, tout à fait. Alors, une autre question, donc toujours d'Orny Languedoc. Quel est le dossier ufologique bien documenté, le moins susceptible d'être expliqué, c'est-à-dire un dossier qui n'est pas explicable, et donc
qui pourrait être l'indice d'une présence étrangère à notre appréhension habituelle du monde? Il y en a beaucoup. Mais le plus, pour toi, celui qui est le plus probant? Il y en a beaucoup dans le dossier français. Enfin, il y a un film qui a été fait récemment sur Valençol, qui malheureusement n'est pas sorti en salle. Je sais pas pourquoi. Qui est excellent. L'histoire de Valençol, elle a été étudiée par 5 agences différentes de gouvernement français. C'est pas un cas ufologique de base. C'est pas le MUFON, quoi que le MUFON fait des très bonnes enquêtes, mais c'est pas des volontaires qui fait l'enquête. C'est l'armée de l'air, les douanes, la gendarmerie, la police de l'air, etc. Et à l'époque, le contre-espionnage, qui sont tous arrivés à la conclusion que oui, il y avait quelque chose qui s'était passé, qui était inexplicable, que le témoin ne mentait pas, que c'était un cas physique qui était avéré. Donc, des cas comme ça, il y en a pas beaucoup qui ont disons le cachet de Valençol, mais il y en a quelques-uns. Il y a Socorro, bien sûr, aux États-Unis. Il y a Trinité, et puis il y en a une douzaine d'autres qui devraient être revus par l'Académie. Ok, très intéressant. Alors, une question maintenant de Serge Tinland, qui est fondateur du Phoenix Project, c'est l'équivalent du Galileo Project, et qui est membre des ICDV, c'est un groupe de recherche sur les UAP en Provence. Donc Serge te demande, à votre avis, à quel point l'exopolitique interfère-t-elle sur la géopolitique mondiale et les politiques internes des pays de la Terre? J'ai pas de compétences particulières à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de pays ont suivi, beaucoup de gouvernements ont suivi la direction des États-Unis tout en critiquant les États-Unis. Ils ont fait comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont été très timides. La France a eu le courage de créer, grâce à Claude Power, enfin de créer GEPAN, et grâce à des scientifiques français comme Guérin, comme d'autres, qui ont repris le flambeau, disons. Mais ça a eu très peu d'effet sur la compréhension du public, etc. Je pense pas qu'il y ait une conspiration quelconque. Simplement, c'est un sujet. Quand on passe au point de vue politique, le gouvernement a une responsabilité de présenter les choses au public d'une manière où le public peut exprimer une opinion. C'est pour ça qu'on vote, c'est pour ça que des budgets sont votés, etc., pour des études scientifiques sur certains sujets, comme l'environnement maintenant. Le sujet est en pleine évolution maintenant. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui vient des États-Unis grâce à des gens comme Elizondo et d'autres. Franchement, je pensais que ça allait beaucoup plus vite. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ça va être très intéressant de voir la réaction dans les mois, les années qui viennent, de ce qui va pouvoir être ouvert. Cela étant, j'ai pas de commentaires à faire au point de vue sociologique ou politique. Il y a des choses qui peuvent rester cachées pendant très longtemps. Quoique là, vous voyez, bon, les sujets qui ont attrait aux armements, à la bombe atomique, etc., c'est restreint dans quelques dizaines ou quelques centaines de personnes dans des centres qui sont contrôlés.
le sujet OVNI, un OVNI pourrait se poser ici, sur la pelouse. Personne ne pourrait l'arrêter. Donc, on a vu au-dessus du Pentagone, dans les années 50, il y a eu un balai d'objets au-dessus de Washington que personne ne pouvait intercepter. Donc, le sujet est beaucoup plus ouvert. Dans une certaine mesure, la population française ou américaine en sait plus sur le sujet que les gens du Pentagone. Les gens du Pentagone, ils travaillent dans des petits bureaux où ils ne voient pas à l'extérieur. Enfin, ils peuvent avoir des fenêtres, mais enfin, ils sont noyés dans les institutions américaines. Et quand je parle à un rancher sur ces terres, qui a vu des objets, qui a vu une intervention, un atterrissage qui peut avoir eu des conséquences, on peut voir les traces, on peut voir des effets sur le bétail, etc. C'est une observation qui est beaucoup plus riche que quelqu'un qui est juste dans un souterrain avec un écran qui va sur un radar. Donc, ces observations-là, on ne peut pas les cacher. C'est ces observations-là qui m'intéressent. Celles qui ne sont pas secrètes. Ok. Une date semble revenir régulièrement dans les discussions ces derniers mois. Luis Elizondo en fait notamment mention dans son interview actuelle. Pouvez-vous, si vous avez connaissance, nous éclairer sur l'importance de cette date 2027, parce que Luis parle beaucoup de 2027, qu'il va se passer quelque chose. Il parle d'une date, Luis, 2027. Il dit qu'en 2027, il peut se passer quelque chose de très important lié au phénomène. Est-ce que, si tu as connaissance de cela, non, nous éclairer sur l'importance de cette date dans le cadre de la divulgation et des recherches sur les UAP? Je crois que Loïs a raison de mentionner ça, parce que c'est une rumeur qui court, mais on a connu ça déjà depuis très longtemps. Des gens qui de bonne foi croient avoir eu une révélation, ou bien qui ont lu quelque part un fragment d'un rapport qui faisait une extrapolation sur quelque chose, mais il ne dit pas, à ma connaissance, il ne dit pas dans son livre sur quoi c'est basé cette estimation de 2027. Je crois que on n'a pas à ma connaissance, on n'a pas de visibilité dans le futur sur ce qui peut se passer. On a toujours été surpris par la manière dont les vagues successives se sont passées et l'évolution de ce qu'on voyait. Par exemple, maintenant, on voit des sphères un petit peu partout dans le monde, des sphères qui semblent se déplacer sans surface visible, sans ailes, sans ailerons, sans mode de propulsion. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas de ça. On en parlait beaucoup moins. Il n'y en a que quelques-unes. Mmh. Donc le sujet évolue. Il évolue sous sa propre dynamisme, sous son propre dynamisme. Okay. On comprend pas. Alors, dernière question de Serge. Enfin, votre nom étant mentionné dans l'ouvrage imminent, toujours l'ouvrage de Luis, beaucoup de personnes s'interrogent sur votre niveau de liberté concernant vos déclarations passées et actuelles. Êtes-vous en mesure de tout dire, ce que vous savez, ou êtes-vous tenu par des considérations de sécurité nationale à ne pas franchir certaines lignes rouges? En deux mots, est-ce que tu es la réponse est très facile. La réponse est très facile. Quand j'ai eu un accès au secret à deux époques. Ça c'est connu, ça n'a rien de confidentiel. Aujourd'hui, j'en ai pas. J'ai aucun accès, quel qu'il soit, ni en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Et c'est très bien comme ça, parce que la plupart des données
sur lesquelles j'ai travaillé étaient des données qui venaient du public, qui venaient de gens dans la campagne, qui venaient parfois de la police, quand ils demandaient que je les aide dans une enquête. Mais ces enquêtes étaient confidentielles pendant toute l'enquête, mais c'était pas classifié au sens militaire. J'ai eu accès à un projet qui a été classifié quand j'étais au Stanford Research Institute, et qui avait à voir avec la parapsychologie, qui depuis tout a été publié. J'ai travaillé avec Ingo Swann, j'ai travaillé avec Uri Geller, j'ai travaillé avec les équipes qui ont développé la parapsychologie américaine à cette époque-là au Stanford Research Institute. Et depuis, tout a été publié et a donné lieu à d'autres choses. J'ai eu accès, comme je vous l'ai dit, au projet BASS, qui parle maintenant à Washington, qui est en partie ce dont parle Luis Elizondo, dont une partie a été déclassifiée, et une partie est toujours classifiée. Cette partie classifiée, j'en parlerai pas, parce que je suis tenu tant qu'elle n'est pas révélée par ailleurs, je n'en parle pas. Cela étant, je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui vous bouleverserait ou qui bouleverserait la science. C'est simplement, il y a beaucoup de sujets qui sont techniques, qui sont gardés secrets en France ou aux États-Unis ou ailleurs, pour des raisons administratives, pour des raisons budgétaires, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon travail particulier, ou parce que certaines des personnes qui étaient actives dans le projet avec nous avaient elles-mêmes une affiliation avec une agence de renseignement, comme en France. Donc c'est une situation normale. L'essentiel de mon travail maintenant, je dois dire que je suis très soulagé maintenant, parce que j'ai longtemps fait partie du petit nombre des scientifiques qui s'étaient exposés, disons, qui s'étaient mis en avant en disant que oui, le sujet existait, oui, c'était un sujet important pour la science, oui, les témoins ne mentaient pas, les témoins ne devaient pas être ridiculisés, les témoins devaient être respectés et confortés. Donc, on a été très exposés par rapport au ridicule des autres. Et j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis. Et quand même, il y avait une beaucoup plus grande ouverture du sujet, parce que surtout à Silicon Valley, un jour, un des pionniers de Silicon Valley m'a dit le jour où on pourra pas parler de sujets qui dérangent, il n'y aura qu'à vendre la Silicon Valley aux Japonais. Tout à Silicon Valley. Regardez votre ordinateur. Tout ce qu'il y a dans votre ordinateur était quelque chose d'impossible dans le passé. Et puis il y a quelqu'un qui a créé une révolution parce qu'il a trouvé quelque chose qui brisait les tabous, quelque chose qui était différent de ce qu'il avait appris à l'école. Et il a développé quelque chose qui a permis les révolutions en informatique, les révolutions dans d'autres sujets, en physique, en médecine, etc. Ça a toujours été quelqu'un qui a brisé un tabou, qui a renversé un totem, etc. Et qui a créé quelque chose de nouveau. Alors, des fois, il se plante, des fois, il croyait avoir découvert quelque chose, et puis ça marche pas. Et quand ça marche, c'est Google. Quand ça marche, c'est Facebook. Quand ça marche,
toutes ces sociétés qui aujourd'hui dominent l'industrie, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est une leçon qu'on ferait bien d'apprendre en France. Certes. Alors, c'est une question maintenant du CERO France, une association qui s'occupe des personnes abductées. Pardon? Le CERO France est une association française qui s'occupe des personnes abductées. Oui. Voilà. Donc, la question, pourquoi la divulgation, puisqu'il semble que tout emmène vers la divulgation en ce moment, lié au mouvement qui se passe aux USA des lanceurs d'alerte, David Grush, Elizondo et tous les autres. Donc, pourquoi la divulgation aujourd'hui plus qu'il y a 50 ans? Est-ce que cela cache une arrivée de quelque chose, d'entité ou de quelque chose? Parce que c'est des rumeurs aussi qui disent que peut-être qu'il va se passer des choses d'ici 2030, que la divulgation se fait en plusieurs phases. Pourquoi on en parle plus maintenant qu'avant de la divulgation? Et plus d'une façon plus précise, en nommant les choses. Le sujet dépasse les abductés. Hein. Je travaille maintenant avec un groupe en Grande-Bretagne qui s'intéresse non pas à la physique des ovnis, n'ont rien à dire là-dessus, mais ils essayent de rassembler des bonnes volontés, notamment dans les milieux médicaux et psychiatriques et psychologiques, pour justement travailler avec les victimes ou les témoins qui sont totalement isolés dans la population, qui n'ont personne à qui parler, qui souvent sont ridiculisés par leur famille, etc., qui subissent à la fois un déséquilibre par rapport à l'expérience qu'ils ont eue, qu'ils ne peuvent pas remettre dans une réalité quotidienne, et puis par rapport à leur famille, par rapport à leurs collègues, etc. Donc c'est un problème de santé publique, d'équilibre de la société, qui n'est pas adressé, sauf par quelques organisations d'amateurs. Donc cette société en Angleterre représente quelque chose de très important. Donc mon épouse, que tu connais, psychologue, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets-là, donc tous les deux, on a rejoint cette société en Grande-Bretagne et on travaille avec eux à essayer de construire des méthodes, des disciplines pour justement travailler avec les témoins. Alors, on n'a rien à dire sur la physique du phénomène à ce niveau-là. On veut simplement aider les gens à vivre avec ce qu'ils ont expérimenté. Ok. Donc, en fait, mais la question, je la ressens quand même. Pourquoi on parle plus de divulgation maintenant qu'il y a 50 ans? Il y a 50 ans, on n'en parlait pas de divulgation. C'était plutôt caché. Maintenant, on parle de divulgation avec les lanceurs d'alerte, tout ça. On parle de divulguer, quoi. On parle du phénomène OVNI beaucoup plus librement et ça, c'est... Oui. D'après toi, pourquoi ça s'est passé maintenant? Je pense que, alors là, je peux tirer avantage de mes longues années. J'ai quand même vécu assez longtemps pour me souvenir de cette époque-là. J'étais trop jeune pour avoir connu tout ça. À l'époque, avant Sputnik, on était ridiculisé, même de travailler dans une grande société pétrolière, où on me disait, mais où je parlais des développements, des fusées, du fait qu'on irait bientôt pour avoir accès à la Lune. Bientôt, on me disait, oui, mais vous êtes toujours dans l'espace. Oui. Et c'était exactement 1 an et demi avant que les Américains aillent sur la Lune. D'accord. En France, on voyait ça comme quelque chose. On était un rêveur si on parlait d'aller sur la Lune. Il y avait des gens aux États-Unis qui étaient en train de fabriquer la fusée. Hein, donc essayer de s'entraîner pour marcher sur la Lune avec des scaphandres spéciaux. Tout ça, il y avait des années qu'on travaillait là-dessus. On savait qu'on allait y aller. Mais quand on en parlait en France, on me tolérait parce que ils avaient besoin de bons informaticiens. Donc,
J'étais un bon informaticien, donc on tolérait le fait que je parlais de poser le pied sur la Lune. Et encore une fois, c'était juste 1 an et demi avant. Oui. Donc là, c'était pas quelque chose c'était quelque chose qui était dans l'actualité scientifique. Et les gens ne comprenaient pas ça. Alors maintenant, il y a quand même 500 êtres humains, plus de 500, hommes et femmes, qui ont voyagé dans l'espace. Hein, et qui ont quitté la gravité, qui ont été en gravité zéro, qui ont été en orbite. Donc le sujet maintenant, ces gens-là, on les connaît, ils ont donné des conférences, ils sont passés à la télé, etc. Ça a été socialisé, tout ça. Donc c'est plus quelque chose de magique, de fou, d'irrationnel. On sait que c'est rationnel d'aller dans l'espace. On sait qu'on est déjà allé sur la Lune. On comprend qu'un jour on va aller sur Mars. Bientôt on va aller sur Mars. Donc tout ça, c'est plus, il n'y a plus les mêmes émotions. Ça fait plus peur. Ça fait peur, bien sûr, mais ça fait pas peur au même niveau. Oui. Donc pour toi, c'est plutôt un effet de maturation, une maturité de l'esprit de l'humain qui a évolué, plutôt que une projection dans une éventuelle arrivée de quelque chose d'extraordinaire en 2027, entre guillemets, qui va affoler tout le monde, et que du coup, ils se pressent pour divulguer, parce qu'ils ont peur que dans le cerveau humain, ce soit un trauma de voir débarquer, je vais caricaturer, un énorme engin, je ne sais pas quoi. Je crois que le problème est ailleurs. Hein. Le problème, c'est que on a eu tous ces films sur l'arrivée des aliens, etc. depuis longtemps, depuis un siècle. Donc ce sujet-là, le fait que nous on puisse quitter l'environnement terrestre, l'environnement cosmique terrestre, et ça veut dire que d'autres, forcément, il y a d'autres civilisations qui sont plus en avance que nous. Donc pourquoi ne viendraient-ils pas ici? Donc les gens comprennent ce sujet-là maintenant. Avant qu'on soit allé sur la Lune, ça pouvait être une question. Mon père pensait que mon père qui était juge, qui était au courant des questions de société, des questions scientifiques, pensait qu'on ne pourrait pas quitter l'environnement terrestre en général. Je reviens en apesanteur. Bien sûr, je reviens au CERO France, c'est une association française citoyenne, mais qui a des psychologues, qui est très sérieuse, hein, elle fait un travail extraordinaire de terrain, pour aider justement les personnes qui ont subi ces traumas. Excusez-moi, j'ai encore qui me rate. Donc, dernière question du CERO France, dans toutes les informations qui sont données pour la divulgation, à quoi peut-on rattacher les abductions? Est-ce que les abductions sont périphériques à la divulgation? C'est-à-dire que le fait que beaucoup de gens soient abductés en parlent maintenant un peu plus librement, notamment des militaires qui disent qu'ils ont été abductés et qui s'en plaignent dans les hautes sphères. Est-ce que ça va donner un effet d'accélération, de dire on va en parler maintenant parce que quand même il y a des hauts placés, des personnes importantes qui en parlent, ils sont sérieux, ils mentent pas, ça peut accréditer la chose? C'est une question que je me pose. Je pense que malheureusement, le sujet n'a pas l'air d'évoluer dans le sens d'une étude générale du phénomène. C'est-à-dire, on prend la partie du phénomène qui est la plus accessible, c'est la partie militaire. Pourquoi? Parce que depuis 5 ans ou 10 ans, le matériel militaire est équipé de détecteurs physiques qui sont excellents. D'abord, on a des satellites, on a des équipements infrarouges, des équipements qui couvrent tout le spectre, etc. Donc on a beaucoup plus d'informations scientifiques incontestables qui viennent des milieux militaires, qui sont pas des informations militaires, c'est des informations sur des radars, sur des systèmes de satellites, qui n'ont pas c'est pas la surveillance internationale, etc. Simplement des phénomènes qui se manifestent, mais
qui sont captés par les appareils qu'on a maintenant. Donc ça vient dans un contexte qui est un contexte militaire. C'est pas les enlèvements, c'est pas les traces dans les champs, c'est pas les effets sur le bétail. Tout ça c'est exclu en ce moment. Donc je pense que on va voir une ouverture du sujet dans des domaines très étroits, domaines de fréquence, des choses comme le Nimitz, des images radar, des images infrarouges, etc., que le public va pas comprendre facilement parce que c'est des sujets qui sont extrêmement techniques. Par exemple, les gens parlent des images des Nimitz comme si c'était des photographies. Bon, c'est pas des photographies, ça ressemble à une photographie. Il y a un mémorandum aux États-Unis que j'ai lu, pas classifié du tout, qui a été écrit par la société Raytheon, une société d'électronique qui est très impliquée dans tous ces sujets-là, qui a écrit à la marine américaine et qui a dit, vous savez, les histoires du Nimitz, c'est ce que vous présentez comme des photos à la presse, c'est pris avec nos caméras. Nos caméras, elles vous donnent pas une photo, elles vous donnent une image électronique à partir d'une radiation infrarouge. Vous nous avez donné l'ordre, vous avez donné une commande pour des caméras qui font un peu plus d'1 mètre de long, que vous mettez sous les ailes de vos avions pour détecter les tuyères d'un objet ennemi, vous allez détruire. C'est à ça que ça sert. Ça sert au combat aérien. C'est à ça que ça sert. On voit pas pourquoi on fabriquerait un détecteur de secours volant. Si vous voulez un détecteur de secours volant, donnez-nous encore 100 millions de dollars, on vous fabriquera un détecteur. Mais ne dites pas à la presse que vous détectez des secours volants avec nos caméras. Nos caméras, tout ce qu'elles font, c'est des caméras infrarouges qui vous donnent une image d'une source de chaleur. C'est pas une photographie. Ne dites pas au New York Times ou au Figaro ou à Libération que vous avez une photographie d'OVNI, c'est pas vrai. Il y a une série de malentendus sur la réalité technique qu'on présente au public. Donc, je crois qu'il y a on peut pas s'attendre à ce que les journalistes, quand ils écrivent un article, fassent la différence entre une photographie visuelle et une photographie infrarouge. Pour eux, c'est une image d'un objet, bon, c'est ça que le public va comprendre. C'est pas une image d'un objet, c'est une image d'une source de chaleur. Okay. Qui sert à mesurer la température, qui sert à faire la différence entre les tuyères d'un avion ennemi et un avion d'Air France. Ok. Bon. Ok. Donc, une autre question, c'est Comité Admin. C'est un regroupement de réflexion sur le phénomène OVNI de plusieurs personnes. Une question. Quel rôle pensez-vous qu'Avilob, avec le projet Galileo, peut jouer dans la recherche sur les OVNI? Est-ce que tu penses qu'Avilob peut jouer un rôle dans cette recherche? Alors, on sait maintenant, grâce à, non seulement à Avi, mais à un certain nombre d'autres astronomes et physiciens, qu'on a détecté des sources à la fois visuelles et infrarouges dans l'environnement terrestre depuis longtemps. On pensait que c'était juste des phénomènes qui ne duraient pas, etc., qui n'étaient pas vraiment tangibles, qui n'étaient pas importants. Donc très souvent on les a rejetés quand sur les plaques astronomiques. On s'aperçoit maintenant que c'était des objets, peut-être des objets physiques normaux, naturels, mais qui rayonnaient dans l'infrarouge et on comprend pas ce qu'ils étaient. Et ça rejoint
bien entendu, toutes les autres observations plus récentes d'objets qui rayonnent dans l'infrarouge comme les objets du limite, qu'on comprend pas non plus. Donc il y a une remise en question de toute une série d'observations dans l'environnement terrestre, dans l'atmosphère. Et dans la haute atmosphère, et disons dans la mésosphère, aux limites de l'atmosphère terrestre. Par exemple, Béatrice Villarroel, que je connais bien, avec qui je travaille aussi, a pris en main ce dossier-là, et elle est très active sur ce sujet. Elle a réuni plusieurs groupes qui maintenant font ça, et le projet Galileo commence à développer des appareils spécialisés pour étudier ce genre d'objets. Il y a 3 stations aux États-Unis, dont une qui est mobile. Il y a d'autres publications récentes qui ont été faites par une autre université qui a commencé à faire des essais sur la côte Pacifique, avec des caméras spéciales pour caractériser le genre d'appareil dont on va avoir besoin pour réunir plus d'informations sur ce genre d'objet. D'accord. Donc, il a toute sa place. Ça, c'est complètement ouvert, c'est de la science. Entre parenthèses, je voudrais bien avoir, disons, quelques dizaines d'années de moins et aller travailler pour Avilo. Ah oui. Il a une quarantaine d'étudiants qui font des thèses sur ce sujet-là à l'université de Harvard, une des premières universités aux États-Unis. Donc là, en brisant tous les tabous. Ouais, c'est excellent. Et ces étudiants font des thèses de doctorat sur ce sujet-là. Oui, donc là, c'est une ouverture pour l'avenir extraordinaire. Alors aujourd'hui, vous avez aux États-Unis, sur la côte est, vous avez Harvard, sur la côte ouest, vous avez Stanford, qui sont 2 universités indépendantes, très riches, qui dépendent pas de l'État pour leur budget, qui peuvent trouver des budgets extérieurs s'ils veulent. Plus maintenant l'université Columbia à New York. Donc vous avez 3 des plus prestigieuses universités au monde avec des programmes universitaires sur les ovnis qui font passer des thèses à leurs étudiants sur les ovnis. C'est ce qui manque en France. Donc, nous, on est vraiment très bas. C'est pas, on va pas reculer là-dessus. Ah non, là, c'est fait, c'est établi et ça avance. Alors, on touche pas aux sujets secrets, parce que les sujets secrets sont dans des domaines très étroits par définition. Qu'est-ce que tu appelles projet secret? Pardon? Qu'est-ce que tu appelles projet secret? Des projets classifiés. Classifiés, tout ce qui est classifié. Bon, par exemple, on sait que on a lancé des satellites infrarouges. Ces satellites infrarouges, s'il y a des ovnis, ils doivent les voir. Bon, donc ils sont là pour détecter. On connaît les caractéristiques de ces satellites. C'est pas secret. Alors, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Ça, faut pas le demander. Mais ces satellites, on sait qu'ils existent. La France, on a lancé, etc. Donc, s'il y a des ovnis, comme on les comprend maintenant, ces ovnis doivent se manifester au niveau de ces satellites. Ces données-là, on les a pas. Mais rien ne nous empêche de faire des caméras infrarouges sur Terre, ou même de lancer des petits satellites avec une petite caméra. Ça, on sait le faire. Les amateurs, il y a longtemps que les amateurs lancent des satellites aux États-Unis. Bien sûr. Une autre question du comité admin. Quel aspect de ce phénomène doivent être explorés par les scientifiques en priorité? Pour toi, qu'est-ce que les scientifiques devraient, dans quelle voie ils devraient aller par rapport à ça? Il y a 2 domaines qui sont peut-être diamétralement opposés. Il y a le domaine humain. C'est ce que le projet en Angleterre, un projet de très haut niveau, qui s'intéresse aux témoins. Le témoin, ça je l'ai appris avec mes amis, notamment mes amis à Stanford.
le cerveau, le système nerveux, pas juste le cerveau, le système nerveux enregistre tout et se souvient de tout. Bon, le cerveau se souvient pas de tout, mais le système nerveux et le système plus profond se souviennent de tout. Notamment le système immunitaire est une mémoire infinie. Essentiellement une mémoire infinie de toute la vie. Si tu t'es coupé en ramassant un tesson de bouteille quand tu avais 3 ans, on peut le retrouver. En déroulant tout le système immunitaire, on peut le retrouver. On peut retrouver l'insulte à ton système immunitaire parce que tout est coupé, tu as cédé quand tu avais 3 ans. Donc, il y a tout un système qui est ouvert à la médecine moderne, à la biologie moderne, à laquelle les Américains s'intéressent. Et les Anglais aussi, et sur laquelle on peut travailler avec les témoins, et notamment avec les abductés. Mais pas seulement avec les abductés. Il y a des gens qui ont pu être abductés et qui ne le savent pas. Aussi. Donc il faudra définir ce que c'est qu'un abducté. Et tout ça, c'est ouvert. De l'autre côté, le côté physique, on en a parlé, il y a tout est ouvert. Et tout est ouvert en dehors de tous les projets classifiés. On n'a pas besoin des projets classifiés. Le projet de Harvard, il n'est pas classifié. On lui a fait remarquer quand même qu'il y avait certaines choses qu'il fallait pas regarder. Donc il a dit, bon d'accord, ça on l'effacera des ordinateurs. Parce qu'on peut évidemment, on peut détecter des satellites qui sont pas là. Ok. Éric Zurkar, c'est un ufologue français et il est aussi auteur. Il était d'ailleurs au congrès du Québec. Il te demande, avez-vous vu la moindre preuve, photo ou rapport d'analyse d'un de ces artefacts? Avez-vous vu un de ces artefacts? Est-ce que toi tu as eu la preuve factuelle d'une photo ou d'un rapport d'analyse d'un de ces artefacts, d'un engin? Est-ce que tu aurais vu un de ces artefacts? Un artefact, c'est-à-dire un engin, ça peut être métamatériel, un métamatériel, mais qu'on est sûr que ça provient d'un engin exogène. Parce que les matériaux, on en récupère, mais est-ce que toi, tu as eu accès à... C'est un peu plus difficile. Voilà. On a publié il y a 2 ans, dans une revue d'aérospatiale de première grandeur, un article d'une 12aine de pages sur des résidus métalliques que j'avais recueillis après une observation dans le Middle West américain, où on a refait toutes les analyses des isotopes. Alors il faut aller au niveau des isotopes, ce qui n'est pas à la portée d'un n'importe quel laboratoire. Ça coûte cher parce que il faut d'abord avoir les appareils spéciaux, et puis il faut avoir une équipe qui peut interpréter ce que donnent les appareils. Donc on a publié un premier article qui est passé totalement inaperçu des ufologues d'ailleurs, enfin pas totalement, mais enfin, sur un cas comme ça où essentiellement une masse de métal en fusion s'était déposée dans un parc comme ici, à la suite du passage d'un objet que plusieurs des témoins ont vu. Alors là, c'est pas du tout l'histoire ufologique classique où il y a quelqu'un qui a dit qu'il connaissait un chauffeur de taxi qui avait eu la dame dont la concierge avait vu quelque chose. Là, on a les noms de tous les témoins. On sait où ils étaient. On sait où ils étaient dans l'heure qui ont suivi. Leurs témoignages ont été recueillis. On a les morceaux du métal en question. On a les photos de la police du métal en fusion dans ce parc. On ne pouvait pas en approcher parce que le métal était en fusion. Il a été analysé, ce métal? Donc c'était pas un canular. Oui, bien sûr. Il a été analysé à ta connaissance On a tout ça, on l'a analysé, bien sûr. Et on a publié tous les résultats. Et c'est humain ou c'est pas, je veux dire, c'est terrien ou pas terrien? La composition est pas normale. Ça ressemble à de l'acier
qui auraient été trafiqués. Alors on ne comprend pas pourquoi de l'aurait de l'acier en fusion à bord d'un objet volant. On a la composition isotopique qui est normale. C'est-à-dire les isotopes n'ont pas été trafiqués. Alors, la question, évidemment, à 100 000 euros ou 100 000 $, c'est si ça avait été trafiqué, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait pas nécessairement dire que l'objet vient d'ailleurs. Parce que on trafique, nous, les isotopes. À commencer par les isotopes de l'uranium pour faire la bombe atomique. Bon. Donc il y a longtemps qu'on sait le faire. Ça coûte très très cher. Il faut des instituts spéciaux pour faire ça. Si on sort du système solaire, qu'on va sur une autre planète un jour, qu'on ramène des roches, elles auront la même composition des isotopes. Donc le fait qu'on ait et ça, il faut insister là-dessus parce que les gens comprennent pas, même des ufologues de bonne foi qui comprennent la physique, comprennent pas que les isotopes sur Mars sont les mêmes qu'ici. C'est-à-dire, si on me ramène du fer de Mars, ou de l'aluminium, ou du cuivre, les isotopes seront les mêmes, avec une petite différence qui peut être de quelques pourcents. Et les géologues, enfin, à Stanford, on a utilisé une machine qui est utilisée par les géologues qui regardent dans les roches terrestres la variation des isotopes. Mais c'est des variations à quelques dizaines de points, à 0,5%. C'est pas une différence à 25%. On la trouvera pas à moins que la matière ait été trafiquée. Alors si la matière a été trafiquée et qu'on a la preuve que ça vient de l'espace, alors là, ça devient très intéressant. Mais est-ce que vous avez eu la preuve que ça vient de l'espace? Non. Vous l'avez pas. Donc, en fait, pour toi, non. À l'heure qu'il est, tu ne peux pas dire que l'article qu'on a publié dans la première revue astronautique officielle, c'est un article de méthodologie. Okay. On a travaillé avec 2 systèmes différents d'analyse des isotopes, en comparant les 2 systèmes, dont une machine française, d'ailleurs, qui marche très bien. Mais elle marche que sur 5 isotopes, que sur 5 éléments. On a travaillé sur une nouvelle machine qui a été inventée à Stanford, dont on a la maîtrise complète, et parce que ça coûte cher. Et donc là, c'est un article de méthodologie. Alors maintenant qu'on a la méthodologie, on va l'appliquer, on va continuer, et on a une trentaine de cas. On a les éléments. D'accord. On a les. Ok. Dernière question. On appelle ça des cacadovnis dans le métier. Okay. Alors, dernière réflexion, question. Faut garder le sens de l'humour en ufologie. Faut pas, très important. Faut pas que ça... Tout à fait. Louis Elizondo dit de toi dans son livre, il parle beaucoup de toi dans son livre, Louis. Il dit que tu as eu toutes les clearances concernant pour obtenir les informations concernant les ovnis. Et donc, les ufologues se demandent comment tu as pu avoir toutes ces accréditations en tant que Français. Parce que c'est vrai que c'est étonnant, tu es Français, certes, tu travailles depuis longtemps aux USA. Comment ça se fait que tu as pu avoir toutes ces accréditations pour avoir justement toutes les informations concernant les ovnis à une certaine époque? Comment ça se fait que tu as pu avoir ça? On se pose la question. Oui, c'est une bonne question. Mais c'est parce que tu étais un très bon scientifique, un grand auteur, un auteur connu. Viens à Silicon Valley, je te présenterai à une trentaine d'ingénieurs ou de physiciens ou de médecins qui ont des accréditations à très haut niveau top secret, etc., qui travaillent à la NASA. Enfin, donc Werner von Braun, d'où il venait. Bon, les gens qui viennent, toute l'équipe, si tu regardes le film sur Trinité, pas mon livre sur Trinité, mais le film de Trinité, tous ces atomistes là, une grande partie des atomistes qui
qui étaient là pour la première bombe atomique américaine, venaient d'Autriche, ils venaient d'Allemagne, s'étaient sauvés d'Allemagne, ils s'étaient sauvés du Reich, ils étaient venus de France, ils étaient venus de Grande-Bretagne, ils étaient venus d'Italie. C'est les prix Nobel, etc. Voilà la liste des étrangers qui sont venus là pour travailler sur la bombe atomique américaine. La science est internationale. La Silicon Valley, elle a été créée par des équipes qui étaient des équipes internationales. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est faite par des équipes qui viennent de Chine, qui viennent du Japon, qui viennent d'Europe, etc. Et y compris les projets qui sont des projets classifiés. C'est évident. On est à un point de changement. Hein. On est à la fin de l'ère des choses cachées, etc. Il y a des choses qui resteront cachées, mais essentiellement le sujet est admis maintenant par la communauté universitaire à l'échelle mondiale. Et maintenant, il faut se préparer à la suite, parce que la question à laquelle on n'a pas répondu, c'est qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Donc je te remercie de nous avoir répondu à toutes ces questions. C'était toujours passionnant. Il y avait un petit peu de bruit, mais c'était en live. C'était une rencontre impromptue comme ça. Le jardin du Luxembourg. Voilà. Donc merci à toi et on se retrouve très bientôt.